Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Jinglian Wu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons continuer l'interview de Jinglian Wu, chef des chœurs à l'Opéra national de Paris. La semaine dernière, elle nous avait guidés dans son parcours avec les différentes étapes qui l'ont menée à être chef des chœurs, d'abord dans d'autres opéras et puis jusqu'à Paris. Et aujourd'hui, je lui demande en quoi consiste son travail, quelles sont les tâches d'une chef de chœur. Dans un théâtre, il y a le chef de chœur pour les concerts, Radio France, ou bien tous les ensembles vocaux, ou bien des grands chœurs. Quand j'étais à Genève, j'avais aussi un chœur à l'extérieur de théâtre. Dans ce cas-là, on prépare la programmation, on travaille avec le chœur pour préparer les programmes qu'on a pensé à faire, après on dirige. Mais un chef de chœur dans un théâtre, dans un opéra, c'est un travail de coulisses. Donc on est backstage, on n'est pas à vue. On va travailler d'abord au niveau de l'administration, d'organiser selon la programmation de la saison donnée par la direction, par l'opéra lui-même. On va définir comment le chœur va travailler. Combien de répétitions a besoin une telle production. Des grandes productions, il faut plus. Des petites, peut-être 2 ou 3, 5, 6, 9, 10 suffit. Mais par contre, les grandes productions, ça dépend quoi. Un Wagner, on a besoin peut-être de 30, 40 services. Quelque chose en anglais, moderne. L'Opéra de Paris a fait Moïse et Aaron. Ils ont dépensé, je pense qu'ils ont commencé à travailler l'année d'avant. Et par exemple, la saison dernière, on a fait Peter Grams et Nixon in China. Les 2 ouvrages en anglais. Et vous savez très bien que les Français, pour travailler de l'anglais, il faut vraiment prendre un peu de temps. Donc, on a commencé très tôt. On a commencé à lire Nixon in China au début de la saison, en septembre déjà. Début octobre, fin septembre, pour préparer le Nixon qui se jouait en mars-avril. Donc, il faut déjà commencer la lecture et après, on y revient pour le par cœur. Et voici ce à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Donc, d'abord définir combien de répétitions a besoin une production et où est-ce qu'on met ces répétitions. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour les répétitions musicales? Sinon, il faut aller dealer avec la direction pour dire on n'a pas assez, est-ce qu'on peut changer de service, etc. Après la musicale, il y a encore le scénique. Donc, on va regarder le planning de l'année pour mettre. Bon, les scéniques sont déjà définis par la direction parce que les metteurs en scène, ils ont leur temps à eux. Donc, ils vont d'abord mettre leur répétition. Nous, on va mettre tous les musicales autour. Les scéniques orchestres, les représentations, tout ça, c'est fixé. On navigue autour de tout ça. Et ensuite, il faut définir
la distribution de chaque production. Sachant que l'Opéra de Paris, c'est la plus grande structure de l'Europe. On a 2 opéras, donc il y a l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille. Mais par contre, il y a un seul chœur, le chœur de l'Opéra de Paris. On a 2 orchestres, l'orchestre bleu et l'orchestre vert. Un ballet, un corps de ballet, mais avec beaucoup de monde. Donc en fait, avec les 2 opéras, vous pouvez très bien jouer 2 grands ouvrages à Bastille, 1 ou 2 ouvrages à Garnier en même temps. Et ensuite, vous devez encore répéter d'autres choses entre-temps. Donc, vous voyez très bien, l'organisation est très grande. Le chœur est budgété pour 100 personnes. Mais avant que j'arrivais, on n'était déjà pas 100. Donc, il y avait déjà des départs qu'on n'a pas remplacés. Et quand je suis arrivée, après le Covid, il y avait en plus des gens qui sont partis. Le Covid a changé beaucoup la mentalité des gens. Donc, il y a des gens qui ont pensé qu'ils voudraient partir plus tôt pour faire autre chose dans la vie, pour ne pas chanter uniquement dans le chœur. Il y a des gens qui sont arrivés à l'âge de la retraite et qui voudraient partir. Donc maintenant, nous sommes uniquement 86, si je ne me trompe pas. La première priorité, c'est de combler le chœur à 100, au moins le nombre budgété. Et 100 personnes pour 2 maisons d'opéra, ce n'est pas beaucoup. Donc il faut vraiment bien répartir tel type de voix peut chanter tel type d'ouvrage, quand on peut vraiment faire jusqu'à autant de finesse que ça. Et on peut combler l'effectif avec notre liste de surnuméraires qui est très longue, donc dans chaque pupitre. Une fois ça c'est sorti, là on peut commencer à travailler musicalement. J'ai un adjoint chef de chœur, donc on va répartir les ouvrages en 2 groupes. On va dire, par exemple, la saison dernière, on avait 20 ouvrages. Donc, je fais 10 plus grands ouvrages. Lui, il fait 10 autres de moyenne taille et de petite taille. Et ça dépend aussi de programmation. Parfois, quand il y a 2 grands ouvrages en même temps et que les répétitions sont chevauchées, dans ce cas-là, on est obligé de séparer. Donc, je prends une production, lui prend une autre. Donc, tout ça, c'est défini. Là, on peut commencer à travailler. Travailler, ça veut dire faire connaître les partitions aux chanteurs de chœur, aux artistes de chœur. Ils vont commencer d'abord avec les chefs de chant pour l'apprentissage de partitions. Une fois que l'apprentissage est terminé, nous allons faire les partiels avec nous pour définir les phrasés, les couleurs qu'on veut, et après on fait des tutti pour travailler vraiment le son et pour finir aussi le travail de par chœur. Donc les tutti, c'est quand tout le monde chante en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Par chœur, c'est très important parce que les artistes de chœur lyriques chantent sur scène par chœur. Il faut jouer, il faut danser, il faut courir parfois en chantant. Donc, il faut vraiment qu'ils mettent la musique dans leur corps pour pouvoir libérer le corps. Et quand on apprend par chœur, il vaut mieux, c'est ce que je pense que tout le monde est d'accord avec ça, il faut apprendre l'expression aussi par chœur. On n'est pas des machines, donc il y a des jours avec, il y a des jours un peu sans. Donc, quand on met tout ça à l'expression, la musique dans le corps, le jour même en poussant, on arrive toujours à garder un niveau qui est élevé. Tout ça, c'est avant que le chef d'orchestre et le maître en scène arrivent. Et donc, au moment de la représentation, vous restez dans les coulisses et oui. C'est le chef d'orchestre qui dirige l'orchestre et les chœurs. Oui, c'est ça. Donc, normalement, quand le chef est arrivé, on a toujours une séance avec lui, seul, avec le piano, pour qu'il puisse donner ses indications, écouter ce que le chœur fait, pour dire ici je voudrais ça, ou bien je préfère faire comme ci, comme ça, etc. Donc c'est la séance-là, on définit qu'est-ce que le chef veut et qu'on voit quel tempo le chef prend, par exemple. Donc en fait, dans notre préparation, en tant que chef de chœur, on doit essayer de préparer un chœur non seulement fidèle à la partition, et en plus flexible au chef. C'est-à-dire préparer un tempo et un peu plus vite, un peu plus lent, préparer plusieurs tempos pour qu'ils puissent chanter presque les mêmes expressions, plus lents, avec un éventail assez large de tempos. Donc en fait, vous préparez tout et puis vous donnez le cadeau tout prêt. Oui, ça c'est notre boulot. ça c'est notre boulot. On peut très bien signer aussi, on a aussi notre signature, les chefs de chœur. Il y a des chefs de chœur qui sont, on entend très bien qu'on
Par exemple, il y en a qui sont très à cheval sur le rythme, il y en a qui sont sur les couleurs, sur les phrases et sur beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, chacun a son dada, on va dire. Merci de raconter tout ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on n'imagine pas en fait à quoi ressemble le quotidien d'une personne qui est chef de chœur, puisque comme vous dites, c'est tout dans les coulisses. Oui, c'est ça, mais c'est très intéressant. En fait, quel plaisir tu prends quand tu es dans la coulisse. Moi, je me sens bien un peu partout. Quand j'ai dirigé, ça m'arrivait pendant ces 10 ans à Genève que j'avais un chœur et un orchestre à l'extérieur du théâtre. Je m'éclatais quand j'ai dirigé sur scène l'orchestre et le chœur ensemble, mais je me sens aussi très bien dans la coulisse. En fait, quelque part, quand on est chef, on doit prendre une décision. Et c'est pendant le concert. De toute façon, on n'a pas de choix, on doit donner une interprétation. Mais par contre, quand on est chef de chœur, de toute façon, on doit faire tous les essais. Donc, pour moi, c'est l'occasion ou jamais d'avoir une partition sous les yeux. J'ai une imagination de ce que ça doit être la partition, selon les indications de compositeur et selon l'historique, etc., etc. Mais par contre, je peux faire aussi beaucoup d'expériences. Quelle couleur va, et si je change une couleur, si je dis cette phrase de cette manière, si je chante cette phrase de cette manière, ou bien si je chante cette phrase d'autre manière, tout part de paroles, tout part de l'expression, tout part du théâtre. Donc je peux faire beaucoup d'essais, et ce qui m'amuse beaucoup, c'est de faire ça. Nous arrivons donc au terme de ce deuxième épisode dédié à l'interview de Qinglian Wu, la chef des chœurs de l'Opéra de Paris. La semaine prochaine, nous pourrons écouter la fin de cette interview. En attendant, je vous laisse en musique sur un fragment du Vaisseau fantôme qui est le chœur des marins.